nudge. Au début, le bêtisier, pas à la fin. Bon, vous allez bien? Super, et vous? Ouais. Ouais. Tu l'entends? Je vais enlever le truc virtuel là. Ça faisait longtemps. Alors, ce soir, on a prévu de parler du nudge. Non, mais qui est-ce qui a une idée aussi pourrie que ça? Sérieux? Tout de suite, les grands mots. Bientôt, le design thinking en formation aussi. Ouais, bah oui. Nudge. Mais oui, je sais, mais c'est les termes, voilà. Bon. Ça, Qui nous fait un petit résumé de ce que c'est que le nudge? Bah écoute, moi j'avais préparé 1 ou 2 slides au cas où il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop ce que c'est. Ouais. Et bien on y va si vous voulez. Alors vas-y, explique-nous. Le nudge, le nudge, c'est de travailler tout simplement sur les biais cognitifs qu'on a et de les exploiter pour les contrecarrer. Voilà. Le petit coup de coude, ça tombe bien en période de coronavirus, le petit coup de coude, puisque maintenant on se le fait même pour dire bonjour. Donc voilà, c'est ça le nudge. Et les deux exemples, on l'a tous vu, les escaliers transformés en piano pour nous donner envie de les monter. Et puis celui qui est vachement connu parce qu'un des plus anciens, voilà, à l'aéroport d'Amsterdam, c'est la petite mouche dans les urinoirs pour ces messieurs parce qu'ils sont très joueurs. Et tu connais le résultat? Il semblerait que... alors, je sais pas, tu vas nous dire une connerie là. Pas du tout. Non, pas du tout. Plus tard. Vas-y, c'est quoi le résultat? 80% de nettoyage en moins hors toilette. Ah oui, donc oui, tu parlais du résultat effectif. Oui, c'est un des exemples de nudge qui a été hyper efficace, en effet. Tout à fait. Voilà. Et alors moi, ce que je savais pas, c'est qu'il y a eu un prix. En fait, il y a eu un prix Nobel d'économie, et c'est ces deux messieurs qui sont à l'origine. En tous les cas, qui l'ont formalisé. Ils sont pas à l'origine de cette approche, mais ils l'ont formalisé et ça leur a donné l'occasion de se voir remettre un prix Nobel. Nos deux amis qui ont eu le prix Nobel ont écrit un bouquin assez agréable à lire sur le nudge. Tu l'as lu, toi? Oui, je l'ai lu. Ah, d'accord. Le lien aussi. Et on mettra bien évidemment pour les gens qui nous regardent en replay. Ouais. C'est l'art d'inspirer la bonne décision. Voilà, exactement. Moi, j'en ai lu plein d'exemples. Et Sylvain, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble, non? Oui, en fait, c'est dans le champ économique qu'ils ont obtenu le prix Nobel parce que, en partant du principe finalement qu'on part toujours de la rationalité de l'homo economicus, qui ferait des choix rationnels par rapport à des offres qu'on lui ferait. Or, ces offres sont sont influencées par des biais cognitifs. Et donc, le premier nudge, en fait, un nudge, on ne parle pas beaucoup quand même, c'est les prix rompus, les prix rompus qui sont utilisés depuis 9,90, c'est un nudge. Et ce qui est intéressant dans le nudge, c'est que même si vous êtes au courant, ça n'a aucun effet, en fait. Ça, je trouve que c'est une des puissances, et c'est aussi un peu le danger, d'ailleurs, de ce genre de théorie, c'est que le fait d'être averti ne change pas le comportement. Donc, parce que votre cerveau réagit comme ça et que ça demande un effort beaucoup trop important de le contrer, en fait. Donc 9,90, tout le monde sait que c'est 10, mais personne ne peut mentalement se le représenter sous forme de 10, donc ça marche toujours. Ah oui. En fait, ça fait appel aux deux systèmes de pensée, qui est très bien décrit par un autre prix Nobel qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a écrit le livre Système 1 et Système 2. En fait, on a deux systèmes de pensée, un système rapide de pensée, donc qui va nous faire prendre des décisions sans réfléchir, et ça fait plutôt appel à nos habitudes, et on va faire appel à nos biais. Et le système 2, c'est un système qui est un peu plus lent, et dans lequel on fait appel au raisonnement, et on prend des décisions plus réfléchies. Et quand on travaille sur le nudge, en fait, on fait travailler le système 1. Le nudge utilise tout ce qui peut nous influencer. Nos biais, nos représentations, notre histoire, nos modes de raisonnement automatiques, etc., etc. Donc, le nudge est un petit peu plus que les biais. Effectivement, et Casey Stein et Thaler parlent d'architecture de choix. Architecture de choix qui sont basées sur différents éléments, le design visuel, l'interactivité, l'interface et le langage.
Donc, par exemple, quand on parle de design visuel, on peut imaginer les boutons sur une interface de formation plus grands pour inciter à cliquer quelque part, ou où on utilise des couleurs pour inciter à au bon choix, donc des super belles couleurs quand c'est la bonne technique, la bonne façon de faire, ou des couleurs un peu en noir et blanc quand ce n'est pas les bonnes actions à réaliser. Et après, on a l'interactivité, l'interface. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'exemples en formation, mais je peux en parler longtemps, mais je vais laisser la parole. Alors, pour rester juste sur le petit chapitre théorique sur le nudge, avant de se plonger dans les délices de l'application en formation, le nudge, c'est bien tout ce que vous avez décrit toutes les deux, Virginie, Lina et Sylvain aussi. En fait, c'est un trio, hein, c'est une motivation, une capacité à faire quelque chose et un élément déclencheur qui nous met sur une voie, celle qui est plutôt recherchée. Et si on a très peu de motivation, il va falloir avoir un élément déclencheur vachement fort. Si on a une motivation suffisamment forte, il suffit juste une petite pichenette pour nous orienter dans le bon côté. C'est extrêmement intéressant quand on voit les résultats. C'est un petit peu plus inquiétant quand on voit ce qui a été à l'origine de cette motivation et de cette façon de faire, parce que c'est limite de la manipulation. Mais le sujet m'intéressait quand même, parce que je me disais, en fait, c'est un mélange de plein de concepts ou de façons de faire. Et la gamification, pour moi, en fait partie. Parce que pour moi, le piano avec les marches, c'était un peu de la gamification. Donc, du coup, le nudge, est-ce que c'est pas un combiné de plein d'actions qu'on fait finalement en formation déjà? En fait, ça donne un autre regard. Je pense que ça donne un autre regard sur ce qu'on fait déjà et ça peut peut-être nous amener à creuser un petit peu certaines pistes. En se basant sur le changement comportemental, justement, et les leviers de l'architecture des choix. Et Sylvain, toi, tu t'expliques quoi sur l'utilisation du nudge en formation? En fait, moi, j'ai découvert le nudge il y a, je ne sais plus quand c'était, en 2015, je crois, quelque chose comme ça, 2015-2016, dans un atelier qui était destiné aux formations. C'était un groupe, aux États-Unis, c'était un groupe de travail de responsable de formation qui s'interrogeait sur comment on pouvait rendre attractives les formations compliance, qui représentent un volume gigantesque, hein, donc aujourd'hui, et qui ne cesse de monter. Et donc, comment, dans des formations qui intéressent personne, amener les gens en fait à réfléchir. Alors, ils avaient pris des exemples sur la sécurité, sur les règles de prévention, des choses comme ça. Et donc, un des intervenants dans cet atelier avait présenté en fait à l'utilisation des nudges en fait pour faire ça. Et ça m'avait intrigué parce que je me dis tiens, c'est un problème que tout le monde a. Donc je me suis intéressé un peu au nudge et après je me suis dit il faut que j'en crée dans la logique classique, parce que la logique classique c'est pas la logique de formation, c'est plutôt effectivement les politiques publiques, tout ça. Donc j'ai animé un premier atelier pour des assureurs sur les problématiques liées aux trottinettes électriques, voilà, en disant comment on pourrait faire en sorte que les gens les laissent pas n'importe où. Donc, j'ai fait travailler les gens là-dessus en appliquant les méthodes, en fait, hein, des techniques pour créer des nudges. Hein. Il y a tout un process en fait qui permet de les créer, et ça fonctionne assez bien en fait. Et depuis, je l'applique sur des sujets. Pour moi, il y a une partie des mécanismes que vous avez évoqués sur l'ergonomie cognitive, etc., qui sont déjà utilisés. Il n'y a pas besoin d'aller chercher là-dessus. Tout ce que tu as dans ton bouquin, Philippe, sur neurolearning, etc., il y a plein de choses, évidemment, qu'on retrouve. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de dire comment je peux créer des petits objets, des petits artifices qui vont inciter les gens à aller là où ils vont pas, et surtout aller le faire en dehors en fait du champ de la formation, enfin en dehors de la salle par exemple si on est en présentiel, ou en dehors de la plateforme si on est donc en formation à distance, à explorer dans la périphérie finalement de la formation pour des activités par exemple de mémorisation, pour des activités d'inciter à la discussion, à la prise en compte, au repérage d'éléments dans son propre environnement, par exemple, des choses comme ça qui peuvent fonctionner. Et si on le gamifie, évidemment, ça augmente la puissance parce que ça fonctionne assez bien. Donc pour moi, ça va beaucoup avec le mobile learning, ça va beaucoup avec les sujets pénibles, type réglementation, choses comme ça. C'est là-dessus moi que je travaille. Enfin, c'est ces champs-là qui m'intéressent.
parce que là, on ne sait pas bien faire, en fait, aujourd'hui, et là, ça nous aide. Après, c'est des petites choses, hein, c'est vraiment des petites choses. Hein. Ça ne peut pas être un dispositif, bien entendu. Je place des petits éléments qui vont les inciter à les faire, d'accord? Et ils savent que quand il y a la page « Ce livre est magique », il va se passer quelque chose. Et ils vont devoir le chercher. Alors, c'est entre le nudge et ce qu'on appelle l'easter egg. Pour moi, l'easter egg, c'est un type de nudge, hein, finalement. Tout à fait. L'easter egg, c'est quoi? C'est l'œuf de Pâques, c'est le film Real Player One, les bouquins Real Player One. C'est je cache quelque chose. Ma dernière page de certains cours, c'est un œuf de Pâques. Et grâce au digital, comme dit Sylvain, on peut faire des trucs magiques à aucun coût. Et mon œuf de Pâques, ils vont devoir résoudre une énigme. Mais pour résoudre l'énigme, j'utilise beaucoup Loki.fr, pour être honnête, qui est un système de cadenas gratuit qui est fait par des enseignants. C'est top classe, c'est fait pour les Serious Escape Games. Et en fait, vous avez un œuf de Pâques à la fin. Et pour résoudre l'œuf de Pâques, c'est quelquefois pas simple, il faut retourner dans le cours pour aller chercher les éléments pour résoudre l'œuf de Pâques. C'est facile à mettre en place, c'est des petites choses. C'est comme les vidéos. Nous, on fait de moins en moins de vidéos tradies et de plus en plus de vidéos interactives pour justement pouvoir engager et jouer plutôt que d'être passif devant une vidéo. Enfin, plus ça va, moins elles sont standards, nos vidéos, et plus on va introduire des éléments d'interactivité justement pour déclencher de la curiosité, de l'envie. Ce qui est intéressant dans le nudge, enfin moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est tout petit, c'est très simple à mettre en place. Le riz noir, c'est une mouche collée dans le truc, quoi. Enfin voilà, donc c'est souvent comme ça. Les escaliers, c'est déjà un petit peu plus sophistiqué, bien qu'il y a des escaliers où il y a juste des histoires en fait. Donc il suffit d'écrire sur les contre-marches. Il y a je vote avec mon mégot plutôt que de le jeter par terre. Hein, Messi, Ronaldo, je sais pas quoi. Le jour j'ai vu Bretagne Sud, Bretagne Nord, là j'étais à Rennes. Voilà, ça fonctionne. Et c'est juste une boîte en fait, donc avec un plexiglas. Donc on peut faire en tous les cas des nudges avec des tout petits morceaux, des tout petites choses en fait, avec un taux d'efficacité énorme. C'est en général même le principe, hein, c'est que normalement c'est à coup nul. Oui. Ça doit être juste le côté malin. J'imagine bien dans un de mes cours, 80% des étudiants qui ont lu ces 3 pages de synthèse ont réussi l'examen. Pourquoi pas? C'est un nudge. Parce Oui. qu'en formation classique, c'est plus compliqué d'inciter, tu sais, de façon socialement. En tous les cas, moi, ce que je note du nudge, quel que soit le domaine dans lequel c'est utilisé, il y a toujours 2 choses qui reviennent. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est l'humour. Il y a souvent un trait d'humour ou un aspect très visuel, voire esthétique, voire poétique. Donc, on a des ressorts quand même émotionnels qui sont assez forts. C'est l'humour ou le visuel, voire parfois la poésie dans tout ce qui est environnemental. Et ça peut être assez poétique. Moi, j'ai le souvenir d'avoir discuté une fois avec, je crois que c'était avec Anne Ambrosini et puis Jonathan Piara, autour de quelques micros. Puis on avait pris pour thème « L'apprenant est-il un client comme un autre ?» Oui, c'est intentionnel. Hein, comme, je partage, et puis notamment sur le nudge, c'est vraiment le changement de comportement. Et c'est très difficile de faire changer les comportements. Le nudge va dire, avec de l'humour, comme disait tout à l'heure Virginie, on va pouvoir inciter un changement de comportement. Et où Nicolas a un petit peu raison, c'est que nudge, neurosciences, gamification, ludification, c'est à la mode. Ouais, je te donnerai jamais tout raison. Et maintenant, je sais que tu es un mec sérieux qui n'aime pas jouer. C'est aussi des mots à la mode et en formation, on les utilise un peu dans tous les sens. Je pense un peu comme Nicolas, en fait. On est toujours en train de chercher des moyens pour garder les personnes à bord dans nos formations. Pour moi, je pense, le nudge, je pense qu'il est intéressant aussi pour vendre de la formation. Et là, j'aimerais avoir l'avis de ceux qui vendent des formations sur Udemy ou ailleurs. Parce que concrètement, moi, j'ai acheté sur un petit coup de tête, un petit coup de coude, une formation au dessin parce qu'elle était à 19,90 € et non pas à 20 €. Et comme nous tous, je sais que 19,90 €, c'est presque 20 €. J'ai acheté quand même. Je corrige un tout petit peu ce que j'ai dit sur la gamification, Christian. Hein. C'est pas tant viser en fait le procédé, qu'il soit gamification ou qu'il soit un autre. Et c'est encore une fois, c'est la façon dont on l'utilise. Oui, mais c'est pour ça que je disais que le pire, c'est de l'annoncer. Et ça rejoint ce que tu disais, Christian. Avant d'essayer à augmenter la motivation, il faut essayer de ne pas la détruire. C'est ce que j'entendais par les irritants qu'on peut laisser traîner dans des formations. Mais c'est pour ça que je dis que le pire, c'est d'annoncer que
c'est un module de formation interactif basé sur les neurosciences, gamifié et saupoudré de nudge. Tu ne peux faire que des déceptions si tu dis ça. C'est parce qu'on en attend monts et merveilles. Donc, alors qu'il vaut mieux avoir de bonnes surprises. C'est-à-dire, tu ne dis rien, et puis tu te rends compte que finalement, le module, il n'est pas con, hein, tu vois, et qui te donne envie de continuer. Ça suffit largement. Bon, c'est vrai que, enfin, je vous disais tout à l'heure, moi, je suis rentré par là sur les formations obligatoires réglementaires. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le nudge, c'est quand il ne peut pas y avoir de motivation. Il y a plein de formations où il n'y a pas de motivation. Enfin, et la proportion de ces formations augmente de manière exponentielle. Elles sont quasiment à 50% des formations aujourd'hui aux États-Unis. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça, c'était de dire comment on peut arriver dans des endroits où on n'a rien finalement, pas grand-chose, pour s'accrocher à obtenir quelque chose qui va nous permettre ensuite de faire rentrer. Moi, c'est pas les garder, en fait, mon problème. Ça, les garder, on sait à peu près. Le problème, c'est de les amener, en fait. Il y a des cas où c'est vraiment utile. Mais effectivement, quand les gens se sont usés sur la formation aux accords de BAL 1, après il faut leur vendre BAL 2, et puis après il faut leur vendre BAL 3, puis après il faut leur vendre BAL 4, là, quand tu les as usés pendant 3 ans de suite. En tous les cas, on voit bien que ce soit le nudge ou autre chose, ça nous amène vraiment à nous poser des questions et à creuser beaucoup et à revoir nos pratiques ou en tous les cas à les pousser dans leur retranchement. Et rien que pour ça, c'est intéressant en fait. Et puis surtout, la formation est en compète avec énormément de choses. La compétition est rude pour la formation avec d'autres activités qui portent pour les individus des motivations plus fortes que se former. Hein. Ouais, et ça ne s'arrange pas. Après, le seul levier, c'est le flingue sur la tempe, quoi. C'est tout. Alors moi, je vais vous raconter un exemple. J'ai travaillé sur la conception d'un module conflit d'intérêts, donc très rébarbatif. On a travaillé la conception, on a fait un storytelling, une intrigue, etc. Et c'était au top 1 pendant longtemps. Je voulais prolonger ce que disait Aurore, en fait, la surcharge, la prise de poste dans le secteur pharma. Typiquement, 30 à 50 modules e-learning à absorber en un mois. Et donc, personne ne peut les absorber en un mois. Personne n'a envie de les absorber. Et puis, je voulais juste, pour finir, en tant que conseiller formation et quand on aide à la formation, on n'est pas obligé forcément de passer par une solution de formation traditionnelle. On peut leur dire, on peut leur donner des conseils pour réaménager l'interface de l'outil qui est mal conçu, je ne sais pas, ou leur donner peut-être des astuces. Ça fait partie du rôle du conseil, leur donner des astuces de nudge pour améliorer leur interface SAP qui est énergonomique au possible. Donc, voilà. Si un jour, moi, on me confiait la mission d'essayer de rendre SAP acceptable, ça serait mon Vietnam un peu. Hein. Vous avez entendu parler des masques en format Liberty avec des petits pénis dessus. Et si tu les vois, en fait, si tu distingues, c'est que tu es trop près. Donc, on va laisser Philippe faire son montage. Merci Virginie, merci Sylvain, merci Aurore. Merci à vous. Merci. Passez une belle soirée. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao. À bientôt. Bon, vous allez me faciliter le montage là. Hein, avec... Tu coupes la fin. Aurore, tu t'es mis derrière un petit tableau qui te fait un diadème de princesse terrible. Ça va très bien avec ma personne, en plus, pour les gens qui me connaissent. Je suis tout seul chez moi, mais ça m'amuse tout seul. En fait, Olivier, chez lui, c'est le musée du nudge. Ouais, c'est ça. En fait, c'est payer l'entrée. Parce que je sais que Christian va venir est à 9,90 €. Ah ben, j'allais te le dire.